Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 11 avril. Dans votre édition, présentation de l'agence Atelier Loft. La France est le deuxième pays d'Europe dont les prix de l'immobilier sont les plus surévalués. Retrouvez ensuite la chronique de Maître Adler. Et enfin, ne manquez pas votre rubrique Immovip consacrée à la pop star Britney Spears. Bienvenue dans votre journal. Et on commence notre journal avec notre saga découverte de réseaux immobiliers. Aujourd'hui, gros plan sur Atelier Loft avec Anthony Benasseur. On pourrait penser que c'est une agence immobilière comme les autres, et pourtant Atelier Loft et Associés ne s'occupent que de biens atypiques. Leader d'un marché de niche, ces professionnels ont su séduire une clientèle variée, grâce selon son fondateur à une bonne stratégie de départ. Lorsque j'ai créé l'agence Atelier Loft et Associés, l'idée était simple, c'était de dire on centralise toutes les annonces qui correspondent à cette spécialité, atelier d'artistes, loft et maisons contemporaines. On parle le même langage que notre public, puisqu'on aime les mêmes choses, et on va systématiquement s'intéresser et s'enthousiasmer pour les mêmes sujets, donc c'est énormément de temps gagné. Depuis 1998, à Paris et en région, Atelier Loft déniche de véritables pépites immobilières, mais attention, toujours conformes à certaines règles. Est-il au bon prix? Est-il de qualité? Est-il juridiquement inattaquable? Si ces trois critères sont remplis, le bien va rentrer dans le portefeuille Atelier Loft et Associés. C'est en plein cœur du Sentier, dans le 2e arrondissement de Paris, que nous nous rendons dans ce qui était une fabrique de boutons. Ce bâtiment industriel du début du XXe siècle est en cours de réhabilitation, un bien d'exception pour lequel Atelier Loft trouve des acheteurs un brin aventurier. Donc on est simplement cet intermédiaire entre quelqu'un qui souhaite céder et quelqu'un qui souhaite acheter. Évidemment, on est amené à intervenir aussi bien sur des lieux qui sont bruts, comme ici, dans le cas présent, comme sur des lieux déjà terminés, déjà achevés, transformés, et dans ces cas-là, qui sont simplement cédés. Pour acheter un loft à l'état brut, il faut être bien entouré par un notaire, un architecte, mais aussi avoir de l'imagination, pas mal de courage et des revenus conséquents. Alors, on est généralement 10 à 20% en dessous du prix du neuf. Donc ça reste aussi économiquement et financièrement intéressant et bénéfique. En termes d'aménagement intérieur, ça dépend bien évidemment de ce que voudra faire le preneur, ça dépendra de la qualité des aménagements qu'il y mettra, mais on peut raisonnablement parler de 1000 à 1500 € du mètre carré. Atelier Loft et Associés a su, grâce à son site internet et l'expérience de ses collaborateurs, proposer des biens uniques aux murs pleins d'histoire, un art de vivre qui attire chaque jour un plus large public. Intéressons-nous à présent à une récente étude publiée par The Economist. La France est le deuxième pays d'Europe le plus surévalué en immobilier. Mickaël Martin. La France, deuxième pays le plus surévalué d'Europe. Une récente étude publiée par le magazine The Economist montre que la France est le 5e pays où les prix sont les plus surévalués au monde et le 2e du vieux continent. Dans l'Hexagone, l'immobilier est surcoté de 47% selon cette même étude. Cependant, le marché français reste derrière celui de la Belgique où les tarifs sont jugés trop chers de 56%. Dans ces deux pays, l'enquête souligne que les tarifs sont bien au-dessus de leur juste valeur et qu'ils continueront d'augmenter sur les prochains mois. Depuis le boom du début des années 2000, qui a notamment épargné l'Allemagne, l'immobilier européen continue d'être largement supérieur à son prix normal. Observant une évolution du marché fort différent selon les États, l'étude de The Economist démontre également que le secteur nord-américain est dévalorisé de 19%. Ces chiffres avancés par le magazine économique sont calculés en fonction du double rapport prix-revenu et prix-loyer. Allez, il est l'heure de notre chronique juridique. J'ai le plaisir d'avoir sur notre plateau notre consultant, notre notaire, Maître Stéphane Adler. Bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème dont on parle très souvent, dont on doit vous parler très souvent, c'est l'usufruit. Alors là, il va falloir nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par là. D'abord, tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'usufruit? Alors, je pense qu'il faut partir en fait en amont. L'usufruit est lié au droit de propriété. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle la pleine propriété, c'est-à-dire la faculté de disposer d'un bien, d'en jouir, de l'utiliser. Voilà. Cette pleine propriété peut être découpée en deux morceaux. La nue propriété, c'est là que ça se complique. Ça, on entend, voilà. C'est là qu'en général, on commence à avoir des... La nue propriété et l'usufruit.
Alors, qu'est-ce que c'est la nue propriété? Qu'est-ce que c'est l'usufruit? L'usufruit, c'est la jouissance d'un bien, l'usage d'un bien. On peut, un appartement, si on en a l'usufruit, on peut y habiter, le louer, le prêter. Voilà. Est-ce qu'on peut le vendre? Alors, on peut vendre son usufruit, mais en général, en fonction de l'origine de propriété, il y a des interdictions de vendre l'usufruit. Mais vous vendez un usufruit, c'est pour un temps déterminé, dont on ne connaît pas d'ailleurs la fin. Parce que l'usufruit, c'est en fonction de l'âge de la personne qui l'a. Voilà. Oui, donc un intérêt. Plus vous êtes jeune, plus la durée de l'usufruit est longue. longue. Voilà, enfin, c'est censé, en tout cas, c'est calculé comme ça fiscalement, d'ailleurs. Alors, du coup, on voit bien l'usufruit, mais alors qu'est-ce que c'est que la nue propriété? Eh ben, c'est la propriété sans l'usage. Donc, autant dire, on peut se dire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Oui, quel intérêt, oui. Alors, l'intérêt, effectivement, c'est justement de dire, je reste propriétaire, je contrôle. Par exemple, quand il y a des parents qui donnent aux enfants les revenus d'un bien, ils se disent, je vais lui donner les revenus d'un bien pour qu'il puisse effectivement avoir un certain revenu pour payer ses études. Voilà. Ben, j'ai un appartement que je loue, je peux lui donner un usufruit de cet appartement pendant une période déterminée. Donc, outil très pratique, je lui donne l'usufruit de l'appartement pour 5 ans. Il a 5 ans d'études à peu près, ou 10 ans d'études. Voilà, pour 5, 10 ans. Fixe. Voilà. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais que nu propriétaire. Donc, j'ai la propriété de l'appartement, mais j'en ai pas l'usage. Donc, les revenus ne me tombent pas à moi. Donc, je ne suis pas fiscalisé dessus, mais tombent sur la tête de mes enfants, de mon fils, ma fille. Donc, très bien, ça lui fait un revenu. Il va pouvoir payer ses études avec ça. Mais au bout de 10 ans, moi, je vais tomber à la retraite. Je vais récupérer ce revenu. Et tout ça sans aucune fiscalité, parce que l'usufruit, on avait prévu dès le départ, qui s'éteignait au bout de 5 ans ou 10 ans. Voilà. Donc voilà, c'est une technique qui peut être temporaire, comme on peut le voir, mais c'est une technique aussi qui peut être définitive. C'est-à-dire, je donne l'usufruit de mon bien Durant tout le reste de ma vie. Le jour où je décède, à ce moment-là, mon usufruit s'éteint. Voilà. Donc c'est sur la tête d'une personne, en fait. Exactement, c'est calculé sur la tête d'une personne. Plus vous êtes âgé, plus l'usufruit a peu de valeur. Et alors, qui est l'usufruitier en général alors? Alors, sont les enfants, on est dans le cas d'une succession, c'est voilà, la famille. Est-ce qu'il y a forcément un lien du sang ou ça peut être dans un cadre totalement différent? On va parler de cas généraux. Hein. En général, c'est dans le cadre de donation ou de succession. Donc c'est le plus classique en fait. Voilà. On transmet soit la nue propriété et on conserve l'usufruit. Alors, pourquoi faire ça? Vous disiez tout à l'heure. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de commencer à transmettre aux enfants des biens tout en conservant la jouissance. C'est préparer sa succession. C'est presque une transition, finalement. C'est la préparation de la transmission. On parle souvent de préparer votre succession. C'est un peu ça. C'est-à-dire, je transmets, mais je conserve la jouissance. Est-ce que les gens sont réticents à ça ou pas, en général? Oui, c'est quelque chose qui se fait assez facilement, et finalement, on en parle beaucoup, et c'est une idée qui est communément admise, et c'est facile de penser ça, de faire cette démarche-là. Pour moi, c'est extrêmement facile de l'expliquer, au contraire, de conseiller ça, parce que justement, si vous avez préparé la transmission, le jour de la succession, ça vous coûtera moins cher. Oui, donc c'est quelque chose en amont qui peut être totalement important. C'est quelque chose qu'il faut faire en amont. Alors, il ne faut pas le faire trop jeune non plus, il ne faut pas exagérer. Il y a des gens qui sont obsédés de ça. Oui. J'ai des clients qui viennent me voir en disant, voilà, je veux transmettre. Ils repartent en disant, je leur dis non, vous ne transmettez pas. Pourquoi? Parce qu'on vieillit de plus en plus vieux et qu'il y a un coût derrière tout ça. La maison de retraite, les maisons médicalisées. Oui, on ne le fait pas non plus à n'importe quel moment, n'importe quand. N'importe comment, ça se prépare, ça se calcule. Il faut voir quel est l'impact fiscal. Est-ce que finalement, ça me coûtera à peu près la même chose? Si ça me coûte la même chose, est-ce que j'ai un intérêt? Oui, forcément. Il faut l'intérêt pour l'usufruitier, voilà, il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut qu'il y ait un intérêt pour partager. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul objectif qui soit uniquement de dire j'ai transmis et voilà, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc il faut bien le travailler en amont, donc être conseillé en amont, faire un audit patrimonial pour dire est-ce qu'il y a un intérêt. Ça, c'est préparer effectivement la transmission de son patrimoine. Donc ça, on voit, c'est de son vivant. Donation, qui est le plus courant. Mais il y a un autre cas, c'est en cas de succession. On peut prévoir, alors d'abord, le Code civil le prévoit, ne serait-ce que pour le conjoint survivant. Le Code civil, il dit, voilà, en fonction de la situation, vous avez le droit à un quart en pleine propriété, le conjoint survivant, ou le tout en usufruit.
voilà, ce fameux terme. Le tout en usufruit, vous avez l'usage de l'ensemble du patrimoine, la jouissance de tout le patrimoine. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une transmission, il y a une création d'usufruit et d'un démembrement. Alors, la nue propriété, elle va à qui? Aux autres héritiers, dans cette hypothèse, et le conjoint survivant à l'usage de tout le patrimoine. C'est ce qu'on appelle le démembrement. C'est un démembrement de propriété. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé en disant, voilà, la propriété peut être scindée en deux, la nue propriété et l'usufruit. C'est ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a bien compris en tout cas la différence entre les deux. J'espère, c'est pas si Si, c'était très clair. Merci beaucoup, Maître Adler. Donc, on se retrouve pour un prochain thème. Là, on parlera des tarifs notariés. D'accord, ça vous va? Très bien. Vous allez réviser ce qu'il faut? Je crois que j'ai pas besoin là. Bon, ça va très bien. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, avant de se quitter, les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique ImoVip. 2,5 millions de dollars, c'est le montant perdu par la chanteuse Britney Spears dans sa dernière transaction immobilière. La demeure californienne de la star ne s'est vendue que 4 millions de dollars, alors qu'elle avait acquise pour 6 millions quelques années auparavant pour s'y installer avec Kevin Federline, le père de ses 2 enfants. Elle comprend 6 chambres, 6 salles d'eau, une cuisine hyper équipée et un véritable salon de coiffure. Comble du luxe, la spacieuse villa possède des quartiers spécialement affectés aux domestiques, sans compter une grande piscine privée, un spa et un belvédère. Que les fans de la chanteuse aux 100 millions de disques vendus se rassurent, après avoir acheté plus de 10 propriétés depuis le début de sa carrière, Britney Spears a réalisé une jolie plus-value de 10 millions l'année dernière sur la revente de sa maison de Malibu. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau Sim Immobilier, ainsi que tous les conseils et les informations de la FNAIM, ainsi que bien évidemment les conseils juridiques des notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver jeudi, ici même sur ce plateau, pour un nouveau journal. Alors restez connectés, soyez au rendez-vous et bien évidemment, à demain.